On a créé l'Union africaine, on a créé la CEDEAO et bien d'autres éléments qui permettent l'intégration. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de nos pays restent dépendants de leurs accords coloniaux pour décider de ce qu'ils vont faire à la fois sur le plan interne et sur le plan des relations internationales. Et c'est contre ça aujourd'hui que l'Ukraine, enfin c'est sur ce point-là que l'Ukraine et la Russie ne s'entendent pas. Parce que les Européens poussent vers une adhésion de l'Ukraine au Conseil de l'Europe, c'est même pas l'Union européenne, au Conseil de l'Europe et à l'OTAN, mais ils savent pertinemment que l'Ukraine n'aura pas les moyens de le faire. Mais puisque ça peut déranger la Russie, ils y poussent, comme ils ont poussé lors de la guerre au Kosovo, qu'ils ont réglé les problèmes sans passer par les Nations Unies. Ils y ont poussé également avec d'autres situations, comme par exemple en Irak, où les États-Unis sont intervenus sans mandat des Nations Unies. Et ça bloque aujourd'hui parce que la Russie peut bloquer au sein du Conseil de sécurité à une puissance militaire qui lui permet de parler d'égal à égal. Donc, quand on me dit que ça patine, je dis ça patine sur le plan militaire. Ça ne patine pas sur le plan culturel. Si on devait prendre les choses par le bon biais, je pense que cela pourrait régler un certain nombre de problèmes, mais on veut percevoir ce conflit uniquement sur le plan militaire. Est-ce que le référendum qu'il y a eu dans les zones qui sont aujourd'hui considérées comme indépendantes n'a jamais eu lieu nulle part? Prenez les pays africains, Mayotte qui est aujourd'hui rattaché à la France, ça a été un référendum. Est-ce que les Mahorais et les Comoriens étaient d'accord sur la manière dont ça s'est passé? Je n'en suis pas convaincu. Et l'Ukraine aujourd'hui peut dire ce qu'elle veut, mais elle est en train de vivre à peu près, elle est un instrument qui est utilisé pour affaiblir la Russie. Et c'est dommage que cela conduise vers quelque chose qui pourrait devenir une nouvelle guerre. En tout cas, ça conduit vers un débat sur ce que devrait être le nouvel ordre mondial que tout le monde appelle de tous ses voeux. Merci pour ce rappel historique intéressant pour comprendre la situation. Excellence, pourquoi les efforts de Donald Trump n'ont pas suffi pour mettre fin au conflit? Mais parce que les amateurs de la guerre sont là. Il y a des gens qui aiment la guerre. Ils ne boivent que le sang des humains. En Alaska, Donald Trump, qui vit quand même à je ne sais pas combien, 8000 km de l'Ukraine, s'est montré sensible. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord que les Ukrainiens meurent. Et son souhait, c'est que cette guerre s'arrête immédiatement. Et sur ce point, il est dans le même alignement que Poutine. Poutine ne veut pas la guerre. Poutine, d'ailleurs, en Ukraine, retient sa main parce qu'il ne veut pas tuer ses frères slaves. Poutine sait que c'est un coup tordu monté par les anglo-saxons pour écraser tous les peuples slaves. Le seul qui n'a pas compris ça, c'est Zelensky, qu'on a payé, on a recruté, on a payé pour faire la guerre, pour détruire les Ukrainiens, et on a dit jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, Poutine et Trump veulent arrêter la guerre parce que Trump a toujours dit, moi président, cette guerre n'aurait même pas commencé. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine contre la Russie. Trump le dit tous les jours. Donc moi président, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Mais ce que Trump feint de ne pas savoir, c'est que les gens qui voulaient la guerre, ils sont avec lui là-bas. Et notre ami a rappelé l'histoire de Maïdan, les fameuses révolutions de couleur. Mais c'est de la crapulerie, c'est du banditisme de haut niveau. Parce que ces soi-disant révolutions étaient organisées par les puissances occidentales. Financées. Oui, organisées, financées pour nettoyer tout ce qui est plus ou moins proche de la Russie en Ukraine. Des pays frères qui étaient ensemble. Vous négociez, comme tu l'as expliqué, calmement, pour qu'on leur donne leur indépendance, et vous voulez les dresser comme des pitbulls contre les Russes. Alors, tu te rappelles, c'était l'époque où une certaine Victoria Nuland jouait à la proconsul installée. Ah, gouvernement, ministre de la Défense, mettez-moi ce nom-là. Ministre des Affaires étrangères, mettez celui-ci. Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, machin, aux États-Unis. Donc, Trump dit, mais moi, si j'étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Et Trump a reconnu la légitimité des revendications de Poutine en ce qui concerne certains territoires.
Poutine dit, mais attends, les territoires que j'ai occupés, je les ai occupés, il n'est pas question de les rendre. D'ailleurs, si vous permettez, Excellence, je voulais juste faire une précision sur les territoires. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle du territoire aujourd'hui? Parce que parmi les accords qui avaient été signés entre la Russie et les anciens pays soviétiques, donc l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie et tous les autres, il y avait un accord qui protégeait les minorités linguistiques. Or, c'est dans ces pays-là, dans ces régions, ces oblasts, vous avez beaucoup de personnes qui parlent le russe. Et le président Zelensky fait partie de cette zone-là. Il est ressortissant de cette zone. Et donc, quand les accords ont été signés, il était question de protéger ces langues-là en tant que minorité. Si l'Union européenne est cohérente avec elle-même, elle reconnaît qu'elle protège les langues, elle protège les minorités. Quel mal il y a à ce que deux pays s'entendent pour dire « avant, nous étions un ». C'était l'Union soviétique. Les Russes étaient présents partout parce que c'était la langue officielle de la République. Et vous avez aujourd'hui des territoires dans lesquels vivent des personnes qui parlent cette langue-là et qui ont cette culture. Pour protéger leurs acquis culturels, pour protéger leur existence au sein de la République, nous reconnaissons que ce sont des minorités. L'ukrainien, par exemple, peut être la langue nationale, mais nous reconnaissons qu'il y a une langue comme le russe, qui est une langue minoritaire et que nous ne devons pas éteindre. Or, après la révolution de Maïdan et la décision de se rapprocher de l'Europe, les dirigeants ukrainiens ont eu l'impression qu'ils pouvaient s'asseoir sur ces accords-là, y compris bombarder ces populations, les massacrer sans que cela ait aucune conséquence. Et la Russie qui est à côté a vu ce qui s'est passé au Kosovo, a vu comment ça s'est passé en Irak, elle sait comment ça peut se terminer. Et elle a décidé d'intervenir. Je ne suis pas ici en train de prendre parti, je dis simplement faisons ce rappel historique pour que chacun se situe dans la perspective longue qui n'est pas celle uniquement de dire tel a raison, tel a tort, c'est tel qui a commencé, c'est tel qui a... C'est de dire simplement, il y a des accords qui ont été signés entre deux États indépendants. Il n'y a pas de raison qu'un tiers État vienne intervenir pour démanteler ces accords qui ont été signés de bonne foi et qui ne sont malheureusement pas exécutés. J'ajoute que jusqu'à une certaine période, Kiev a, dans la perspective d'éteindre la langue russophone, a interdit le russe dans le Donbass. Oui, bien sûr, dans toutes ces oblasts-là, c'est-à-dire l'Est et le Sud, y compris la Crimée, qui aujourd'hui fait officiellement partie de la Russie, le russe était interdit. Mais comment vous pouvez interdire à quelqu'un d'avoir une identité culturelle qu'il n'a pas choisie? Il est né comme ça. Je ne peux pas vous interdire d'être togolais, vous êtes togolais. Je ne vais pas vous interdire de parler votre langue, d'avoir un respect pour vos traditions, vos us et coutumes. C'est comme ça. Et pourquoi ça ne devrait pas être valable? Est-ce qu'il y a une zone sur ce vaste monde, dans ce vaste monde, où on peut interdire à quelqu'un d'avoir son identité culturelle et d'en être fier? Excellent. Et vous avez interrompu le fil de mon raisonnement. Je disais donc que Trump a reconnu la légitimité des revendications de Poutine qui veut prendre des territoires. En fait, Poutine ne veut pas prendre des territoires. Poutine a déclenché une guerre, disons une opération spéciale. Il y a des gens qui ont dit non. Poutine lui-même, il en était sensible. Il a dit non, on va négocier. Ils se sont précipités à Istanbul. Ils ont négocié. Zelensky était d'accord. C'est-à-dire qu'on met fin à la guerre. On s'entend sur certains arrangements et la paix revient. Boris Johnson, l'anglo-saxon en chef, qui veut commettre un génocide contre les Slaves, atterrit et dit à Zelensky, tu ne signes pas, nous on te donne et l'argent, on te donne les armes. Malheureusement aujourd'hui quand Zelensky demande argent et armes, je ne suis pas pro-Zelensky, vous le savez très bien, que Dieu m'en garde. Mais quand Zelensky demande, on dit non, que c'est un mendiant, il dérange les gens. Non, c'est Boris Johnson qui allait lui donner la garantie au nom de l'OTAN, au nom de l'Union européenne, au nom de l'Amérique, qu'on lui donnera autant d'argent et autant d'armes qu'il voudra, parce qu'il faut battre la Russie. Maintenant, la Russie dit, mais attends, vous m'avez obligé à faire la guerre, j'ai conquis les territoires à problème, je les garderai. On dit non, que c'est pas possible. Les Occidentaux, ils disent à Zelensky, n'accepte pas ça. Moi, je vais poser une question. Quand on prend un territoire par la guerre, est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation de quelqu'un avant de l'occuper? Quand en 1914, les Anglais venus de l'Ouest, les Français de l'Est, ont écrasé les Allemands à Wahala. Ici, je parle du Togo, hein, c'est à moins de 90 km d'ici. Hein.
Est-ce que quand ils ont fini de battre les Allemands, ils sont allés à Berlin demander l'avis du Kaiser? Bon, écoutez, on a battu tes troupes à Wahala, est-ce qu'on peut occuper le Togo? Non! Vous avez gagné la guerre, vous prenez les territoires. Et d'ailleurs, une partie du Togo se retrouve voilà, au Ghana. Au Ghana. Je ne sais pas en quoi les Occidentaux croient que Poutine a besoin de leur autorisation pour occuper les territoires qu'il a occupés, qu'il a pris au prix du sang de ses enfants. Alors écoute, il n'y a pas une semaine, quelques jours, où le président français lui-même dit, écoutez bien, les Russes ont perdu 1 million de soldats et ils n'ont occupé que 1% du territoire. Mais alors, ça veut dire quoi? Donc le 1% là, vous dites à Zelensky de ne pas accepter ça. Selon lui, les Russes ont perdu 1 million de soldats. Pourquoi? Quand quelqu'un perd 1 million de soldats, il ne doit pas, bon, je perds 1 million de soldats, j'occupe un territoire, et un bon matin, je dis non, venez reprendre votre territoire, je retourne chez moi. Qu'est-ce que je vais dire aux parents de ce million de soldats-là? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi vos enfants sont morts? Juste pour que je donne la terre aux Ukrainiens? Est-ce que, quand quelqu'un gagne, les Européens sont venus faire la guerre en Afrique, ils ont occupé l'Afrique. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un. J'ai gagné la guerre, je prends la terre. Alors Poutine gagne la guerre. Et il est très modeste, hein? Il ne veut occuper que, disons, les parties où il est vraiment installé, même s'il y a quelques miettes qui sont encore aux mains des Ukrainiens. On dit non. On dit à Poutine, Zelensky, un président illégal, un président illégal, un président hors la loi, un président bandit, un président voleur. Mais comme son banditisme et ses vols, il partage les fruits de ses rapines avec certains dirigeants, on les soutient comme ça. Alors, c'est un président non élu qui donne l'ordre de continuer la guerre et de tuer des centaines d'Ukrainiens par jour parce qu'il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien comme ses maîtres de Paris, de Londres lui ont dit. Maintenant, on dit, on prend la tête, il dit non, vous donnez le temps à Poutine d'occuper davantage de territoires ukrainiens. Vous croyez que quand Poutine va prendre Pokrovsk, il va prendre Kharkiv, il va prendre Odessa, vous allez revenir lui dire, rendez-nous les terres. Poutine ne rendra rien. C'est vous-même qui l'avez invité indirectement à occuper ces territoires. Il faut arrêter le massacre, mais personne n'arrête le massacre. Alors, on nous parle des garanties de sécurité. Oui, mais on va aborder les garanties de sécurité. On va pas tout dire. Laisse-moi conclure donc ce point en disant que Poutine n'a pas à demander l'autorisation à quelqu'un pour occuper effectivement les terres qu'il a gagnées au prix du sang de ses enfants. Soit dit en passant, Poutine n'a pas perdu 1 million de soldats. Les Ukrainiens ont perdu 1 700 000 soldats. Ce n'est pas un président délirant qui l'a dit. C'est des choses, des enquêtes et des choses qui l'ont révélé. Et on sait que les pertes dans cette guerre, c'est un Russe contre au moins 5 à 6 Ukrainiens morts. Donc on cesse de distraire les gens. Mais maintenant, la question fondamentale, pourquoi cette guerre continue? On ne comprend pas, Louis-Magloire Kemayo, parce que les principaux acteurs pratiquement se sont entendus pour un cessez-le-feu, sinon la fin de la guerre. Pourquoi ça continue? Est-ce que c'est l'Europe qui continue de jouer au pyromane? Doit-on requalifier l'implication de l'Europe dans ce conflit? Il y a un manque de sincérité qui n'est pas assumé. Il y a un gros manque de sincérité parce qu'au début de la guerre, rappelons-nous qu'il y a eu cet accord que la Russie a signé avec les anciennes républiques soviétiques qui constituaient l'Union soviétique. Il a été signé avec pour garant les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, même en faisant partie du continent européen, a un tropisme plus américain qu'européen. Et quand on commence à faire les accords au niveau de Minsk, l'Allemagne aussi entre en ligne de compte, la France entre en ligne de compte. Et ces deux puissances, plus la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne, ont incité les Ukrainiens à signer juste pour gagner du temps, le temps qu'elles s'organisent pour trouver des financements qui permettraient à l'Ukraine de renverser la vapeur. Comme l'ont souligné Merkel et Hollande. Exactement, ils l'ont reconnu officiellement. C'est pas comme si on était en train de fabriquer quelque chose dans un bureau complotiste. Donc voilà ce qui s'est passé. Et quand vous faites face à ce genre de mauvaise foi,
vous n'incitez personne à être de bonne foi. Et la Russie aujourd'hui, je ne veux pas justifier ce qu'elle fait, mais elle a peur. Quand vous avez financé des révolutions sur les territoires voisins, que vous avez réussi à renverser des gens, que vous avez détruit le Kosovo, que vous avez détruit l'Irak, qu'est-ce qui me garantit que vous ne pouvez pas reproduire la même chose dans mon pays? Grosso modo, on en est là. C'est-à-dire, je veux presque dire que c'est une guerre de prévention qui est menée. Et je veux, sans soutenir qui que ce soit encore une fois, hein, quand vous voyez la menace arriver, vous vous arrangez du mieux que vous pouvez pour l'écarter. C'est ce que la Russie fait. Peut-être qu'elle le fait mal, peut-être qu'elle le fait en piétinant des intérêts qui sont ceux des autres pays.